La chronique politique du Grand Journal avec le vendredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en studio. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ, qu'il faut évidemment lire et relire cette semaine avec un large dossier consacré à la guerre en cours entre Israël et l'Iran. Alexis, vous nous proposez cet après-midi une analyse comparative des lignes diplomatiques de 3 grandes capitales européennes face à la guerre entre Téhéran et Jérusalem. On va bien sûr particulièrement se focaliser sur la position de la France et d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a indiqué ce matin qu'une offre de négociation serait proposée tout à l'heure, cet après-midi, à partir de 15h à l'Iran, lors d'une réunion entre 3 ministres des Affaires étrangères européens et leur homologue iranien Abbas Araghchi. Alexis, qu'est-ce qui caractérise la position française qui se montre de plus en plus critique des frappes israéliennes ne visant pas les seuls objectifs nucléaires iraniens? Alors, ce qui la caractérise, c'est qu'elle n'est pas fondée que sur la gratitude envers Israël. Pour le dire autrement, c'est un oui mais. Et c'est un oui mais qui, c'est vrai, vous avez raison. On rappelle d'autres peut-être. Alors, peut-être, mais qui s'accentue effectivement de jour en jour. Sur le fond, évidemment, il ne faut pas faire de mauvais procès au président de la République. Sur le fond, il a toujours, depuis le début de cette opération, donc depuis maintenant une semaine, il a toujours défendu le droit d'Israël à se défendre contre de possibles attaques nucléaires ou balistiques de l'Iran. Et donc, à ce titre, on ne peut pas lui faire le reproche d'être de près ou de loin complice de ce régime. En revanche, il y a toute une série d'objections. Et les moins inintéressantes ne sont pas celles qui portent sur la capacité de bombardement d'une solution militaire, pour le dire autrement, à aboutir aux résultats recherchés et notamment au désarmement nucléaire de l'Iran qui est recherché. De même que des codicilles sur des déclarations qui ont été faites récemment sur le fait que c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre non plus si l'on souhaitait aboutir à terme ou à moyen terme à ce qu'on appelle le fameux régime change, c'est-à-dire la chute du régime dit molacratique et son remplacement par un régime qui serait une catastrophe pour la France. Alors voilà, qui serait donc effectivement qui pourrait entraîner une catastrophe. Il pense évidemment à des précédents et il pense notamment à des interventions militaires dotées de bons sentiments mais qui ont finalement pavé la voie à des solutions parfois pires que celles dont il s'agissait de tourner la page. Mais tout ça, effectivement... Vous pensez notamment à la guerre d'Irak en 2003. Probablement, oui, voilà, j'imagine. Il pense peut-être à la Libye aussi, mais tout ceci, effectivement, toute cette série d'objections ciblées, de oui mais, forme, si vous voulez, comment dire ça, un cocktail géopolitique très ambigu dans le moment présent. Vous voyez, très ambigu. Alors, je connais par ailleurs, parce que c'est un intellectuel, donc ça n'est pas quelqu'un qui réfléchit de manière manichéenne, on peut lui reconnaître cela. Je connais le sens de la nuance inhérent aux déclarations du président de la République. Mais là, je pense qu'il y a un tout petit peu plus que simplement son sens naturel de la nuance qu'on pourrait lui pardonner. Il y a peut-être qu'effectivement, sur le fond, il souhaite qu'on revienne à la table des négociations. Vous venez d'ailleurs de faire allusion à cette réunion qui va, je crois, rassembler Jean-Noël Barrot et Benjamin Haddad dans quelques instants. Avec le ministre iranien des Affaires étrangères, absolument. Notamment, Alexis, autre perspective, donc, puisque je parlais d'approche comparative, celle de l'Allemagne avec des déclarations très claires, absolument pas ambiguë, très forte du chancelier Friedrich Merz. C'était mardi. C'est le sale boulot qui serait accompli pour nous tous. C'est ce qu'a déclaré le leader allemand, ajoutant: ce régime des mollahs a semé la mort et la destruction dans le monde. Et vous pouvez ajouter à ce florilège: si nous n'avions rien fait, nous aurions continué à subir pendant des années le terrorisme de ce régime et sa terreur. Donc là, je traduis de l'allemand, mais c'est ça qu'il a dit. Donc effectivement, le chancelier allemand, pour plein de raisons que nous allons, si vous voulez, analyser succinctement, se situe plutôt dans la lignée de ces responsables publics qui aujourd'hui disent merci Israël, disent Toda Israël. C'est une évidence, vous voyez. Alors pourquoi ? Des mots qu'on aurait aimé entendre, il faut bien le dire, du côté d'Emmanuel Macron. Alors oui, mais effectivement, vous avez raison. Je ne vais pas vous donner tort là-dessus. Vous avez vu que moi-même, je suis un esprit nuancé. Mais ce qui est moi aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le chancelier allemand valorise à ce point l'action israélienne menée depuis maintenant une semaine. Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment la raison qui vient tout de suite à l'esprit de beaucoup de nos auditrices et beaucoup de nos auditeurs, et elle n'est pas erronée. C'est, on va dire, cette espèce de géopolitique globale de la réparation morale des crimes nazis qui fait que dans la loi fondamentale allemande, il y a l'inscription
de la nécessité de tout faire pour la République de Berlin, pour, si vous voulez, garantir la sécurité existentielle vitale de l'État d'Israël. Mais ça n'est pas la seule raison. Il y a des raisons aussi plus géopolitiques. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, et c'est plus intéressant, j'allais dire encore pour nous, je pense qu'au sommet du pouvoir allemand, il y a une conscience que, au fond, cette guerre actuelle, qui est menée contre l'Iran, est une guerre de l'Occident qui vole au secours, donc de ce morceau de l'Occident, si vous voulez, qu'est Israël, qui vole au secours de la sécurité globale du monde libre, qui serait très menacée, et plus qu'on l'imagine souvent dans les chancelleries européennes aujourd'hui, dans l'hypothèse où le régime, quand même cinglé, disons les choses clairement, de Téhéran, aurait cette option sur la table de l'utilisation de la bombe atomique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a l'affirmation par Merz d'une sorte de solidarité civilisationnelle qui inclut naturellement l'État d'Israël. Au-delà de la gratitude, vous voyez, il pense, et ça n'est pas ce que pensent tous les Européens, il pense qu'Israël est une partie intégrante et peut-être même un morceau important du bloc occidental. Ceci explique aussi cette affirmation-là, occidentaliste, vous voyez, qui n'est pas du tout une affirmation culturaliste, de mépris des autres civilisations, pas du tout. Mais cette affirmation occidentaliste explique aussi la vigueur, voire la violence des réponses qu'il s'est prises sur son flanc gauche, c'est-à-dire de la part des sociodémocrates, mais aussi des écologistes. Vous avez un écologiste allemand très célèbre, moins connu évidemment ici, qui s'appelle Anton Hofreiter. Qu'a déclaré ce monsieur ? Les attaques israéliennes font également des victimes civiles, et parmi elles, des opposants au régime des Mollahs. Et il faut être prudent dans le choix des mots, et puis il faut être prudent aussi vis-à-vis des incertitudes de cette opération. On ne sait pas si cette intervention va dissuader l'Iran de se doter de la bombe, ou renforcer sa détermination. À quoi me font penser ces interventions, ces objections à Merz, à la phrase célèbre de Raymond Aron, que la chance de la tyrannie, c'est souvent la peur des démocrates ou des démocraties vis-à-vis de la guerre. Et vous savez que je ne suis pas un va-t-en-guerre. Donc je le dis avec d'autant plus de force. Il nous reste 1 minute, Alexis. Je voudrais que vous nous parliez de la position italienne. Giorgia Meloni qui a défendu Friedrich Merz sur ses dernières déclarations. Oui, alors Meloni, de ce point de vue-là, ça peut ne pas être notre tasse de thé, par ailleurs, mais Meloni, de ce point de vue-là, affirme plutôt l'Italie comme étant ce qu'elle a longtemps été dans son histoire politique depuis 1945, c'est-à-dire, allez, on va aller très vite, le bras armé d'une vision un peu atlantiste de l'Europe. Voyez. Et de ce point de vue-là, c'est absolument évident que quand elle dit « Nous sommes tous conscients que l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire, la priorité doit être la renonciation de l'Iran à la puissance militaire nucléaire qui est un danger pour nous tous », elle se situe plutôt dans la filiation de Merz. Mais au-delà de cela, et en conclusion, Alexis, on peut penser que même s'il y a une unité de vue sur l'Ukraine, c'est absolument évident. Pour l'instant, il y a quand même visiblement 2 sensibilités européennes. Et de ce point de vue-là, l'Italie et l'Allemagne représentent très bien la sensibilité atlanto-occidentaliste, vous voyez, qui s'affirme dans cette crise. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. À lundi. Shabbat Shalom, oui, à lundi.